a eu une maladie. C'est ça, merci beaucoup. Il y a eu un inconvénient, c'est pas une maladie à proprement parler, mais c'est une hernie, c'est-à-dire une difficulté, un accident touchant les muscles, je crois que ça doit être une hernie discaire, c'est-à-dire que ce sont les disques du dos, en faisant un effort exagéré, parce qu'il fait beaucoup de travaux matériels et tout, et il doit se faire opérer. Or, cette opération tombe précisément la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand, donc il doit se tenir tout à fait immobile jusque-là, et il a été obligé, il voulait jusqu'au dernier moment venir, mais il a été obligé de différer et de reporter à quelle date? 4 mai. 4 mai. 4 mai, 4 mai, oui. Et c'est ça. C'est sûr. Donc, ça ne, donc nous Diane Morgan remplaçons. aussi. Diane Morgan se déplace. Hein. René, Diane Morgan, elle se déplace aussi, du 1er au 29. De nouveau? Ouais. Mais là, elle est sûre de venir. De toute façon, c'est bien pas Alors, du tout. C'est un peu mobile. Alors, attendez. Mais bon, on a le temps, c'est en juin. Parce que nous sommes obligés de faire donc. Non, vous n'avez pas encore noté ça sur vos dates. Alors, pour vous récompenser de votre aimabilité, voilà un paquet de bonbons. Ouvrez-le et faites-le circuler. Ensuite, on regarde là-dedans. Attendez, là. Attendez, j'ai tout un tas de papier, donc il faut que je fasse passer là. Attendez une seconde, nous avons le temps, c'est pas la peine de se presser. Je vous mets là, aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est consacré on est le 23 mars, où il va y avoir des difficultés aussi, c'est pour ça que c'est toujours difficile de maintenir, et les gens ont dû être, tout le métro a dû être bouleversé à cause de ça d'ailleurs, non? Jusqu'à 3h, jusqu'à 3h05. Non, mais à cause de cette prétendue bombe. Oui. Toute la ligne a été bloquée, c'est ça? Non, mais je disais tout à l'heure, je ne nie pas qu'une bombe soit possible, malheureusement, c'est trop fréquent, mais ça a commencé à 2h. Je ne comprends pas comment on ne peut pas le vérifier très rapidement. C'est encore moins donc, c'est sur ontologie, et c'est ça, épingle. Et je vous fais circuler, là, si vous avez un crayon, je ne veux pas me défaire du mien parce que j'en ai besoin. Donc faites ça, attendez, là, c'est là, prenez la feuille là. Alors, je disais que du point de vue, c'est ça, il y a Diane Morgan était placé. Alors Georges Bleu s'était placé aujourd'hui sur Hermann et donc je ne sais pas, aujourd'hui c'est nous qui ne sais pas prévu. Il y a Christian Dutheil. Ça ne change pas en principe. Qui est marqué le 20 avril. Donc ça nous met quand même un mois à peu près de distance. Donc ça fait quand même une distance. C'est après les vacances de Et Pâques. puis c'est ça, il faut savoir le 20 avril. Ensuite, il y a Hans. Où est Hans? Il était dans une rame. Il était dans une rame de métro, comme toi. Il devrait arriver. Et c'est ça. Et tu vois, il arrive après où toi. arrivera-t-il ou n'arrivera-t-il pas? Il devait venir avec la production de peinture, c'est dommage. Lui a sans doute un appareil portatif. Oui, il m'a prévenu. Il a fait. Il s'est excusé. Et moi, je ne pouvais pas. Et Diane Morgan, alors tu disais que celui qui est en mai... Non, le 1er juin. Il y a le 1er juin, Diane Morgan, ce qui est loin, parce que ça nous fait... mais ça nous oblige à le tenir jusqu'en juin, tant pis.
parce que je pense, encore une fois, comme je vous ai dit, renouer en octobre jusqu'à la fin de l'année universitaire. Donc, et ensuite, peut-être le relais sera pris par Thierry, donc il n'y aura pas grand changement. Mais ce n'est pas totalement assuré, mais c'est presque assuré. Ensuite, alors Diane Morgan, qui sera sur l'animalité et la lutte pour la création cosmopolitique. C'est grand programme. Ensuite, Hans Kretz, forme et expression, et qui devrait parler le 18 mai. Mais entre le 20 avril et mai, il y aurait donc reporté, il y aurait donc le 9. Le 9. Le 4. Et non, le 4. Le 4. Le 4. Oui, le 4. Le 4. Le 15 avril. Le 15. Non, le 4. Le 4. J'ai respecté les 15 Ah, jours. c'est ça. Le 4 mai, alors Georges Bleuch. On peut mettre des séances chargé intercalaires. de Hermann. S. La peinture Voilà, est reportée à ce moment-là. Oui, c'est ça. Alors, nous lisons donc. Report. Alors aujourd'hui, réflexion autour du problème de Malevich et en particulier, mais enfin c'est aussi des réflexions générales sur l'abstraction et la peinture. Ensuite, et l'abstraction, que veux-je dire, et la philosophie. Ensuite, alors ça nous mène à Christian Dutheil, le 20 avril, qui est quelque chose d'un peu particulier. Ce sont des petites histoires petites histoires des grandes œuvres scandaleuses. Ça, je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais ça peut être intéressant. Scandale et sévices d'art. Ensuite, le 4 mai, donc il y a Georges Bleuch autour de Hermanès. Ensuite, Hans Kretz autour de forme et expression. Et ensuite, Diane Morgan, l'animalité et la lutte pour la création cosmopolitique, et avec une citation de Kant dans le projet de paix perpétuelle, les chameaux, les vaisseaux du désert, mais font quoi? Les chameaux. C'est des Kantiens, on ne parle pas de Kant. Et non, mais oui, mais c'est moi qui ai fait la citation. L'expression est de Kant, hein. J'ai simplement mis L'expression est les de Kant. chameaux, les vaisseaux du désert, c'est tout. Elle ne dit pas que l'expression est de Kant. Non. Si, Ben voilà. mais les chameaux, les vaisseaux du désert, mais ensuite on ne dit pas ce qu'ils font. Déjà, Et oui, les traverse un chameaux, désert. c'est pas une C'est phrase. le cosmopolitisme. C'est bien fait. Elle Non, a il été doit du faire quelque cosmopolitisme. chose. Il y a une citation, c'est pas une citation, ça, les chameaux, les vaisseaux du désert. C'est un titre englobant. Citation de Kant. Ah non, c'est que je ne l'ai pas. Elle n'a pas été relevée en entier, cette citation. Donc c'était quelque chose. L'animalité et la lutte pour la création cosmopolitique. Et il y a quelque chose d'une citation de Kant qui est jointe et que je n'ai pas relevée. Il faudrait voir, il faut regarder dans le projet de paix perpétuelle, sous Ewigen Frieden, qui est le titre de Kant pour la paix perpétuelle, où il parle effectivement de cosmopolitique, c'est-à-dire les relations internationales, et qui parle peut-être des chameaux. Je n'ai pas vu à quel endroit, mais il doit bien leur faire quelque chose à ces chameaux. C'est un lien cosmopolitique, apparemment. Ils sont des grands voyageurs. Traces des voies, des passages. Ils nous les
parce que c'est sur les relations internationales. L'expression est de Kant, hein, c'est ça. Les vaisseaux du désert. Les vaisseaux du désert, l'expression est de Kant. Mais elle développe toujours la même idée. Ça nous amènera à fidèle à l'idée cosmopolitique de l'art. Le projet donc, de toute façon, on reste dans sa voie. Avec ou sans les chameaux. Bon, alors, ce qu'il faut faire, je vais donner, j'avais l'intention de... Moi, j'ai parlé 5 minutes, hein. J'ai déjà parlé 5 minutes, je peux intervenir. J'ai pratiquement rien dit. Ça ne change absolument pas du tout l'organisation de ce que l'on pourrait faire, puisque voilà, pour rendre la partie plus animée et plus supportable d'ailleurs, puisque de toute façon nous sommes en plus petit comité aujourd'hui, à cause des circonstances, donc j'espère qu'il faudra rappeler d'ailleurs quand il y a des trous et des intervalles, c'est ça qui est... Il faudrait qu'une fois pour toutes, dans l'histoire, et depuis que je fais des séminaires, je n'ai jamais pu arriver à régler la question, on arrive à avoir un programme, un calendrier, et à le tenir d'une façon rigoureuse. Or, toujours, ça a été impossible, parce que à tout moment, il y a eu des déplacements qui sont intervenus. Et en dehors des déplacements, des vacances, ce qui n'est pas du tout à regretter, les vacances sont une chose tout à fait importante et intéressante, mais qui arrive comme ça, un peu à l'improviste, il faut dire, parce qu'on ne sait pas quand elles ont lieu. Et comme en philosophie, elles sont depuis plusieurs années placées un petit peu à gauche et à droite, on ne sait jamais exactement quand est-ce que ces vacances interviennent. Mais il faudrait arriver une fois à un peu d'organisation. Je ne sais pas si on pourra y arriver un jour ou l'autre. C'est ça le grand problème. Pour le moment, c'est ça. C'est une organisation pour la fin de l'année universitaire, c'est ça. Pour la reprise de la fin de l'année officielle, c'est-à-dire de 2017, on tâchera de donner une programmation, parce que comme il y a des gens qui voulaient parler, qui ont été repoussés et qui n'ont pas pu le faire, je pense à Paulette Kaiser, je ne crois pas qu'elle puisse être placée là, parce qu'elle passe son agrégé et tout, je préfère lui dire de le faire au mois d'octobre. Il y avait une autre personne également qui voulait faire quelque chose sur l'esthétique des parfums, de l'odorat. Bon, qui est intéressant, puisque l'odorat n'entre pas dans la classification des arts esthétiques à l'époque de Kant. Ce n'est qu'ensuite que ça a pu prendre une place à l'intérieur, mais là, il n'y a que les sens de l'ouïe et de la vue qui donnent lieu avec Kant à ce qu'est la condition du jugement esthétique, c'est-à-dire l'universalité. Comment peut-on prononcer un jugement universel qui ne soit pas fondé sur un concept? Voilà. Je le répète encore, puisqu'il faut toujours bien se le mettre dans la tête. C'est une des propositions certainement les plus intéressantes et les plus fondamentales de Kant jusqu'à l'heure actuelle, et que l'on peut encore discuter et interpréter avec intérêt. Bon, alors, je donne la parole, je donne la parole d'abord à Thierry, en demandant alors de faire comme on fait. J'ai vu que il est toujours bon de regarder de temps en temps la télévision. Or, cette télévision, pour l'organisation de ce qui a été un débat, ou tout au moins une présentation simultanée des différents présidents de la République potentielle, a attribué à chacun un temps de parole défini. Or là, je demande de regarder sur la montre une vingtaine de minutes. Alors, il y aura, en alternant, il y aura par conséquent Thierry
qui va parler une vingtaine de minutes. Ensuite, je prendrai moi-même la parole. Ensuite, il devait y avoir théoriquement Hans Kretz. S'il est là. Il est en chemin. Il est en chemin. S'il arrive, on aura le temps donc de lui demander de parler. Et ensuite, dans l'assistance, une ou deux personnes qui s'attribueront également cette vingtaine de minutes, de sorte que ça fera... et puis ensuite, ça reprendra, il y aura de nouveau Thierry, de nouveau moi, de nouveau Hans-Gret, de nouveau l'assistance. Donc là, on a... mais ça fera que l'on ne sera pas obligé d'avoir des discours de 1 heure à la suite, si l'on s'en tient à cette... alors que chacun, si possible, regarde sur un appareil, sur une horloge portative, de façon à voir, puisqu'il n'y a pas d'horloge centrale, on peut pas savoir, de façon à voir les 20 minutes, et ensuite couper la parole et donner la parole à celui qui vient ensuite. Bon, alors, trêve de parole et de discussion, je vous donne la parole. Alors, c'est Thierry qui a la parole. Ah ben, il y a également quelqu'un qui aura la parole puisqu'il a déjà parlé. C'est Bernd Lefeld. Et oui, tu auras la parole dans ces 20 minutes. Alors, si Hans Kretz n'est pas là, il va prendre sa place. Malevich ou d'autres choses. Parce qu'on peut ouvrir à toutes les questions qui ont été soulevées ici depuis plusieurs mois. Hein. C'est l'occasion de... ces machins, il a fait circuler, c'est pas la ça fait tout, ça revient, ça s'immobilise. Il faut que ça circule. Ça, c'est là. Oui. C'est l'hostie. C'est les miennes, là. C'est les mêmes. Vas-y, oui, circuler. Je te prends. Voilà. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Allez. Qu'il y ait du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, c'est mort. Je vais vous donner deux séries de citations de Malevich pour tirer les choses au clair. Parce que Malevich tient d'un côté... Tu as commencé à parler sans que j'entende. Je vais donner deux séries de citations de Malevich à mesure où il tient deux discours très très distincts. Un discours qui est très proche de ce qu'on appelle ici la peinture, une peinture abstraite qui serait sans sujet, qui serait en rapport avec la visualité, avec les couleurs, les formes en elles-mêmes, et puis un discours beaucoup plus philosophique ou métaphysique, qui intéressait Martineau évidemment, bien qu'il ne sépare pas les deux discours, et on verra bien le contraste qu'il y a quand même entre, au fond, ces ensembles de citations, ce deux types de discours déclaratifs sur ce qu'est la peinture, de toute façon, pour Malevich, donc un des créateurs de l'art abstrait que vous connaissez, et notamment de deux tableaux qui ont fait date, hein, le carré noir sur fond blanc et le carré blanc sur fond blanc. Alors, le carré noir sur fond blanc date déjà, je crois, de 1913 et a été exposé en 1915 dans un ensemble plus important. Il représentait pour lui davantage une sorte d'ironie par rapport à la place réservée à l'icône dans les expositions de peinture et dans les maisons traditionnelles russes. Donc on a une photo de la première exposition suprématiste, mais il y a déjà les assemblages suprématistes que vous connaissez. Alors évidemment, on n'a pas de document là, mais peut-être que quelqu'un peut chercher sur Internet quelques Malevich. Vous avez tous en tête un peu les Malevich, hein, de toute façon, évidemment, qui sont plutôt des, moi j'en parle dans ces termes, des agglomérats, enfin, des effets de faisceaux et de juxtaposition de plans volants, donc dans l'espace, un peu en apesanteur, sur fond blanc, et là ça c'est important parce que le blanc sera privilégié par lui, et donc pour ce qui est de sa plastique, son registre formel, on l'a tous à peu près à l'esprit, mais comme il a atteint un niveau de radicalité abstraite au bord de la non-peinture, au bord de l'art conceptuel, une expérience limite des possibilités de la peinture, qui s'entendrait à s'abolir à sa frontière, et qui évidemment a inspiré beaucoup d'artistes plus contemporains,
des minimalistes notamment, et des artistes conceptuels d'ailleurs également. Mais enfin, il a quand même tenu à s'inscrire dans l'histoire de la peinture la plus récente, qui était celle de l'impressionnisme, étant donné qu'il est contemporain du cubisme, mais l'impressionniste l'a orienté vers cette peinture-là. Donc il nous dit, mais personne n'avait vu, alors à propos de Monet, qui l'a inspiré, Monet l'a inspiré, comme d'ailleurs Kandinsky a été inspiré par Monet, et sur les cathédrales de Rouen. Donc, mais personne n'avait vu la peinture elle-même, n'avait vu les taches de couleur bouger, croître à l'infini. Personne n'avait remarqué qu'en peignant cette cathédrale, Monet s'était efforcé de rendre la lumière et l'ombre posée sur ses murs. Non, cela est inexact. En réalité, tous les efforts de Monet tendaient à cultiver la peinture qui poussait sur les murs de la cathédrale. Ce n'était pas la lumière et l'ombre qui constituaient son objectif principal, mais la peinture. Alors évidemment, on verra ce qu'est la peinture pour Malevich, parce que c'est évidemment un problème de fond lorsqu'on utilise uniquement le terme générique, c'est-à-dire à désigner la discipline, pour qualifier une valeur intrinsèque, une valeur absolue propre à la peinture. C'est de la peinture, c'est un jugement de goût d'atelier classique, qui se reprend même entre amateurs de peinture aujourd'hui. C'est de la peinture ou ça n'en est pas, mais alors quand c'est de la peinture dans la bouche d'un des créateurs de l'art abstrait, effectivement, ça fait toujours question. Placé dans l'ombre et dans la lumière. Ce n'est pas de la cathédrale dont nous avons besoin, mais bien de la peinture, et peu importe le lieu où elle a été prise. Si Claude Monet avait absolument besoin des plantes picturales qui poussaient sur les murs de la cathédrale, vous avez des métaphores végétales pour montrer cette croissance de la peinture pure. Par contre, on peut dire qu'il considérait le corps même de cette cathédrale comme les plates-bandes, des surfaces plans. Donc là, il schématise quand même beaucoup la peinture impressionniste, puisqu'il voit déjà des surfaces, des plans. Vous avez à l'esprit les fameuses cathédrales de Rouen, hein. Je ne sais pas si vous les connaissez, vous avez pas en vue les cathédrales de Rouen, les uns les autres, pour savoir ce qu'il veut dire. Tu peux montrer les cathédrales de Rouen, parce que les tableaux de Malevich, vous les avez en tête, tous à peu près. Non, pas plus que ça. Il faut le montrer. Ah, il y a un bouquin de Malevich, voilà, on va faire circuler déjà. Parce qu'évidemment, il faut quand même parler avec quelques images. Et les cathédrales de Rouen, on va vous les montrer ici. C'est important de les avoir à l'esprit quand même, puisque c'est le point de départ au moins sensible. Et on verra ce que veut dire sensibilité, puisqu'il parle de sensibilité pure aussi, Malevich, hein, et c'est toute la question que reprendra Martineau. La sensibilité pure, il y a un terme allemand pour ça, on l'abordera. Alors je ne sais pas ce que veut ce terme allemand par rapport au mot russe, hein, mais Martineau s'inspire davantage, peut-être que ça sonnait plus heideggérien et plus philosophique, de la traduction allemande du texte de Malevich. La sensibilité pure. Donc là, en l'occurrence, et les plates-bandes sur lesquelles poussent l'herbe des prés et les semis de seigle. C'est ainsi qu'il faut considérer toute œuvre peinte, et non le samovar, la cathédrale, le potiron ou la Joconde. Lorsque l'artiste peint, il plante de la peinture, et l'objet lui sert de plate-bande. Il doit alors semer la peinture de manière à ce que l'objet disparaisse, car c'est de lui que sortira la peinture que voit l'artiste. Voilà. Alors, une autre citation. L'essentiel n'était pas de peindre des phénomènes ou des objets avec tous leurs détails, mais que tout résidait dans une facture, on traduit aussi par texture, picturale pure. Ce n'est pas la matière, hein, c'est une sorte de substance de visualité pure, ou de sensibilité pure, qui est substantielle chez lui, et dans le seul rapport de toute mon énergie avec les phénomènes, avec la seule qualité picturale qu'il contenait. Donc on a apparemment un formalisme dans ces déclarations. Alors il se trouve qu'on a une autre série de déclarations, plus philosophiques, liées évidemment aux conséquences de sa création picturale, révolutionnaire, visuellement, et aussi son engagement dans la révolution russe, puisqu'il dirigera donc des ateliers et des chantiers de création dite suprématiste. Donc il fondera une pensée picturale, une doctrine picturale qui s'appellera le suprématisme, mais qui est très bien symbolisé par ce que vous verrez là, les plans volants. Donc c'est un registre formel que moi je compare, personnellement, si on reste dans l'histoire de la peinture et des formes, que je compare plutôt à une ornementation comme celle du rococo ou du baroque. Hein. C'est un registre formel qui a d'ailleurs été très peu utilisé, qui aurait pu l'être davantage, qui est très fécond pour renouveler toute la décoration en définitive, et toute l'architecture. Et il y a eu assez peu d'expérimentation, à dire vrai. Le temps n'aura pas été laissé. Il y a eu un changement de régime, et donc toutes ces expériences-là ont été étouffées les unes après les autres. Mais alors, lui-même, pour montrer le contraste avec un autre type d'affirmation, dans son ouvrage du cubisme et du futurisme au suprématisme, Malevich dit « Je me suis transfiguré en zéro des formes ». Donc évidemment, il y a une volonté de ne pas considérer la peinture comme un problème de forme. Alors, est-ce que la forme, c'est l'objet? C'est la question qui se pose aussi. L'art non objectif, parce que pour lui, l'abstraction, c'est un art non objectif. Ça ne veut pas dire donc absence de sujet,
Mais un zéro de forme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir non plus, absolument. Alors, l'effort des auteurs... Alors, je me suis empêché du trou d'eau des détritus de l'art académique. L'effort des autorités artistiques pour diriger l'art sur la voie du bon sens aboutit au zéro de la création. Voilà. Même chez les individus les plus puissants, la forme réelle est laideur. La laideur a été poussée chez le plus puissant jusqu'au moment de disparition sans sortir du cadre du zéro. Et je me suis transformé dans le zéro des formes et suis allé au-delà du zéro vers la création, c'est-à-dire vers le suprématisme, vers le nouveau réalisme pictural, vers la création non figurative. Donc ce zéro, c'est pas encore peut-être, mais c'est à discuter, puisque la métaphore existe avec le zéro de l'écriture, par exemple chez Barthes, c'est pas une neutralité, c'est pas comme l'écriture neutre d'un Flaubert, c'est pas une absence d'auteur, mais quand même, c'est une hyper-objectivité visuelle qui s'appellera néanmoins non objectif. Il ne faut pas que le regard ou la pensée face à un tableau suprématiste soit retenu par quoi que ce soit d'objectif, donc comme un pôle particulier. Mais alors, ce qui intéressera Martineau, donc je vous ai présenté comme un heideggérien, c'est de voir s'il y a un lien entre cette doctrine que j'ai schématisée, donc qui peut être à la fois un peu formelle, mais qui ne retiendra pas immédiatement, et ce zéro, ou cette inobjectivité recherchée par le peintre suprématiste, entre une peinture donc suprématiste et une doctrine suprématiste. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il fait un schéma assez étonnant. Je l'ai là, enfin, je l'ai reproduit dans mes notes. Un triangle que je vais peut-être reproduire ici. Ça résumera la position de... Alors, mes notes, voilà. La position de Martineau, parce qu'il considère qu'il n'y a pas automatiquement un lien entre la doctrine d'un peintre, donc la doctrine suprématiste, et la peinture suprématiste. Et surtout, il soutient que la pensée de la peinture peut être une chose sans possibilité. Pas quelque chose... voilà. Alors, il y a une autre citation, par exemple, hein, c'est important. Voilà, c'est Aufbau, hein, je veux dire structure. Mais voilà, mais cette caractérisation fondamentale ne convient nullement pour le suprématisme. Donc, les éléments de la peinture comme la composition, éléments colorés, singuliers en unité, etc. La Aufbau, hein, la structure picturale n'est rien moins qu'un mélange coloré picturalement composé. Donc là, on a en fin de compte quelque chose qui est au-delà du formalisme, hein, d'un Mondrian qui s'intéressera au rapport plastique. C'est donc cette transgression même de la réalité picturale du tableau pur, hein, des éléments colorés qui intéresseront quand même d'autres peintres abstraits comme Kandinsky, comme Mondrian, qui semble être la marque de fabrique du suprématiste encore plus radical que les autres abstraits. Et la question est de savoir s'il y a un lien entre cette radicalité et la peinture elle-même, et surtout est-ce que la pensée de la peinture est une chose à suivre chez le peintre, et en particulier dans toute l'histoire de la pensée. Alors, je n'ai pas vu beaucoup d'autres auteurs, philosophes ou autres, condamner à l'avance la possibilité de penser la peinture. Martineau soutient au fond que la pensée, et encore une fois, je prends au sens heideggérien, mais je ne sais pas si je le dis directement, donc vraiment la possibilité de penser la plus grande, semble-t-il, parce que c'est Heidegger, enfin, c'est la pensée au-delà même de la philosophie, suppose-t-on, au-delà même surtout de la métaphysique, et donc la pensée qu'on retrouve chez les écrivains, qu'on retrouve chez les artistes. Cette pensée, au fond, est impossible en peinture. Il n'y a pas de pensée de la peinture. Alors on pourrait développer, mais moi-même je me demande ce que ça signifie précisément. Je ne sais pas si René a remarqué ce caractère maximaliste, hein, de la pensée de Martineau sur une pensée picturale qui n'est pas à suivre du coup, ni chez les artistes, ni chez les philosophes. Et donc l'abstraction est dominée souvent par des mots d'ordre, des maximes ou des axiomes, à savoir une peinture sans sujet, hein, une peinture donc abstraite en ce sens-là qui nous coupe de la réalité du monde ou de la réalité phénoménale, une peinture qui ne dirait rien d'autre qu'elle-même, donc qui s'objective, poème tableau, hein, peinture objective en ce sens-là, mais aussi une peinture abstraite qui atteint à la dimension de l'esprit, hein, de la spiritualité pure, et qui donc explique au fond ces dépassements matériels antérieurs. Tout cela ne donnerait pas encore une idée précise de ce qu'il faudrait entendre par une pensée au-delà de la peinture, mais par quand même le geste suprématiste. Et c'est assez singulier. Donc évidemment, il entend la dimension que comporte le nom d'art, c'est toute la question du Kunst. Il faut entendre plus, quelque chose de plus grand que seulement maîtrise, opération de la main, métier. Ça, on peut l'entendre.
Mais le problème de la forme n'est pas un problème, Kandinsky l'avait dit aussi. Hein. Il y a peut-être des fonctions formelles, mais ce n'était pas vraiment le problème du peintre abstrait. Donc là, il prend vraiment à contre-pied l'idée courante qu'on se fait, mais aussi l'idée reçue par les historiens d'art de ce que peut être l'art abstrait. Et donc, alors, je revois tout le schéma, parce que je ne l'ai pas complètement. Alors, pour les papiers, du coup. Je pense avoir le temps de chercher un peu avant. Bon, c'est un triangle, hein, de toute façon. On va passer ce schéma. Voilà. Donc, avec des ruptures, les miennes sont presque timides à côté. Donc, avec un point d'interrogation. Donc, vous avez la peinture suprématiste. Vous avez la doctrine suprématiste. Alors, vous avez la pensée de la peinture. Mais qui est en fin de compte une impossibilité éternelle. Donc là, il y a une rupture. Et là, l'égalité fait problème. Et au fond, la peinture suprématiste pose ces questions-là. Et le passage aussi, la rupture est consommée. Voilà. Entre la pensée de la peinture et la doctrine suprématiste aussi. Si je ne me trompe. Bon, les pensées de l'art, hein, parce qu'évidemment, il y a élargissement, pensée de l'art. Enfin, c'est quand même la peinture qui est quand même signifiée ici. Et pour exprimer tout ça, il y a l'idée d'un rien, parce que, qui serait libéré. Donc le blanc touche à un absolu. L'absolu, c'est au-delà de la peinture, au-delà de la pensée. Donc il y a une dimension théologique qui pourtant se veut athéologique. Enfin, il y a un texte qui s'appelle « Dieu n'est pas détrôné » de Malevich. Donc il y a quand même des spéculations de cet ordre-là. Il y a bien un rapport quand même à la mystique peut-être russe, en tout cas toute une spéculation théologique chrétienne. Le carré noir sur fond blanc remplace quand même l'icône dans cet esprit-là, mais cet absolu serait un rapport au rien, et ce rien serait libéré. C'est ce qui intéresse Martineau. Le rien libéré pour lui sonne comme une libération de l'être, avec un grand heure. Je sais pas, vous connaissez un peu Heidegger parce qu'il y a de la pensée de l'être. Parce que du coup, effectivement, tous les obstacles sont traversés par ce rien libéré. Hein. Donc cette essence de la liberté, Martineau a traduit le texte de Heidegger qui commente l'essence de la liberté de Schelling, qui est une grande conception. Alors, il va voir ça en rapport, je ne peux pas vous résumer cette essence de la liberté, mais elle est au plus près de l'Urbund, enfin d'un adyme. Hein. L'adyme chez Schelling est la ressource de la liberté, donc un au-delà du mal d'ailleurs, un au-delà du mal peut-être. Donc ça c'est une dimension hyper romantique et hyper spéculative, pour vous la schématiser très rapidement, de la liberté abyssale, hein, mais qui trouve sa source là, donc au-delà de Dieu quand même, au-delà de la théologie antérieure. Et Martineau reprend à sa façon cette idée-là, il y fait référence, dans un très grand connaisseur de la philosophie allemande, et propose donc d'insister sur ce rien libéré. Ce rien libéré qui tient donc de l'Empfindung, hein, l'Empfindung, la sensibilité pure. Donc on va faire le petit mot allemand germaniste, l'Empfindung. C'est lisible, j'écris comme un cochon là. Oh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire. C'est ça, j'ai essayé d'écrire. Non, c'est moi qui écris mal, c'est vrai. Ça glisse facilement, c'est vrai. C'est gentil. Il y avait ce machin. Ça va, vous arrivez à lire? Ah oui, on ne voit rien du tout là. C'est pas assez grand. Non, tu écris très bien, mais c'est trop petit comme lettre. Voilà. C'est le concept cardinal. Hein. Oui. S'il y a concept ici, la sensibilité pure. Et vous voyez que par sensibilité pure, on peut entendre aussi bien cette perception purement plastique. Empfindung, c'est la sensation, voilà. Le ressenti.
On traduit par sensibilité pure, parce que dans ce contexte-là... Ah bah oui, ça tu t'expliqueras avec... La faculté de sentir. Qui est celle de l'inobjectivité. Hein. Donc on sent au-delà de l'objet, hein, au-delà de... Alors peut-être de la représentation, c'est un classique cette opposition entre représentation et représentation. Donc là on est au-delà de la représentation objective, de la configuration même, puisque là il s'agit même d'évacuer ce qui pourrait ressembler à un monde d'objets composés dans un tableau, voire même un monde un peu plastique. Mais tout de même, l'Empfindung, c'est bien sûr la cathédrale de Monet, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas une abstraction complète, et c'est pas une dissolution intégrale. Ce n'est pas donc un blanc absolu, et l'absolu atteint à travers un blanc, un monochrome. Donc là, vous voyez à quel point, bon, c'est ce qui m'intéresse hein, dans ce séminaire, la bifurcation est vite prise entre un discours qui devient assez conceptuel, spéculatif, non pictural, et un discours qui s'ancrerait encore dans la peinture pure, et une peinture pure plus généreuse, donc pas seulement abstraite, qui inclurait toutes les possibilités d'expression plastique, figurative comme non figurative, et qui néanmoins tiendrait à distance pour ce faire la réalité d'une abstraction qui serait toujours en phase d'autodestruction et au bord de sa frontière, de sa limite, de sa définition. Donc un peu abyssal, un peu dans un Grund de ce rien libéré, vous imaginez, ce rien comme liberté en réalité, absolue de la création. Or, c'est quand même à travers une délégation, j'aurais pu commencer par là, que les choses se présentent. Ou une prétérition, c'est-à-dire, oui, on accepte de laisser le peintre nous guider pour comprendre la peinture, ou pour s'éclairer à travers la peinture en philosophie. Donc là, vous avez Étienne Gisson qui est cité en exergue par Martineau, donc vers l'abstraction comme question suprême. Vous voyez, les connotations heideggeriennes est très forte, hein, comme question suprême. C'est la question de l'être, vous connaissez là, chez Heidegger, enfin, il faudra faire un exposé, hein. Vous ne la connaissez pas plus que ça. Donc le peintre, en fait, malgré une connaissance philosophique évidemment moins grande, une culture philosophique relativement sommaire, atteint, et dans sa peinture et dans ses écrits, que ne sépare pas Martineau, c'est qu'il essaie d'en faire une totalité. C'est pas par la peinture, ni par la doctrine, mais par un biais, sans doute heideggerien ou philosophique, on arriverait donc à comprendre la question suprême posée par... 5 minutes encore. Oui, j'arrive, presque la fin. Donc lorsqu'elle tombe aux mains du philosophe, je remercie, c'est bon. Oui. Il y a longtemps, mais là j'ai donné la matière déjà, il y a longtemps que la peinture est entrée dans le monde du langage. C'est donc plus d'elle qu'il s'agit alors, mais les considérations auxquelles le philosophe est conduit s'il fait de cet art le sujet de ses réflexions. Puisqu'elles sont philosophiques, celles-ci débordent inévitablement les limites de l'art de peindre. S'interroger en philosophe sur le sens de la peinture moderne, c'est se demander quelle vue l'évolution remarquable de l'art de peindre au cours des 100 dernières années suggère sur la même ultime, non pas de la peinture elle-même, sur la nature ultime, non pas de la peinture elle-même, mais de la réalité. Donc il reconnaît lui-même là, qu'il se sert de la peinture pour penser autre chose. Mais le livre ne veut pas être une introduction philosophique à la peinture, mais au contraire une introduction picturale à la philosophie. Et néanmoins, on ne sait plus ce qu'est la peinture. Quelle est l'introduction picturale? Pour moi, l'introduction picturale, c'est ce que dit Malevich d'un autre peintre. Donc je reste, moi, assez basique de la réaction d'un peintre face à sa peinture ou celle des autres, et qui embraye éventuellement sur le discours des autres peintres, et très peu d'un discours de peintre sur un philosophe, sur le cosmos et l'ordre du monde. Donc le blanc, chez Malevich, va bien sûr servir de fond. Donc il parlera d'infini, mais en fin de compte, ça lui sert simplement, si j'ose dire, à tenir en suspension, sans ligne d'horizon, sans orientation de la composition, ces compositions qui effectivement donnent une sensation d'espace et de suspension. On a vraiment un agrégat de forme en suspension que vous avez pu voir sur la production ici. Et alors pour finir, un deuxième petit concept de maison de Malevich qui reprend ce terme à Platon, c'est le phasme. Le phasme, donc tu le reprendras aussi, quand je donne tous les termes. Le phasme. Alors phasme, c'est d'origine platonicienne, mais pour lui, comme il y a quand même un problème de phénoménalité, c'est une approche phénoménologique. Donc ce qui se donne à voir ou ce qui donne à penser, Martineau préférera parler de contemplation au sens du Moyen-Âge. Vous voyez la dimension quand même mystique, mais il met beaucoup de guillemets, de l'au-delà en l'occurrence, et pourtant tous ces gens-là sont athées, et ils ne sont pas dans une théologie négative, donc il ne s'agit pas de nier éternellement la réalité que l'on induit quand même dans le raisonnement, la réalité d'une transcendance divine, mais cette transcendance picturale existe bien quand même sous une forme de phasme qui n'est pas... alors qui pourrait être le fantomal, quelque chose de fantomatique quand même, mais qui est une réalité alors
de visualité pure ou de sensibilité pure, d'une forme au-delà, dans la négation de tout ce qui existe, une forme donc de l'au-delà. C'est pour ça que la question de la forme n'est pas une question picturale, parce que ça devient la forme de l'au-delà. Cette dimension d'absoluité que le carré blanc, évidemment, donne, alors je ne sais pas dire à voir, on peut dire à penser, mais ce n'est plus penser la peinture, et qui l'oppose évidemment au fantasma, qui est plus connu, donc comme phénomène de perception à distance, fantasma chez les Grecs. Et donc il y a une spéculation du phasme, bon, qui sera peut-être intéressant de revoir, et qui reproduit alors là la distinction, et je finis, entre l'apparaître, c'est quelque chose que vous trouverez fréquemment, hein, et l'apparition. Donc ce qui compte, c'est penser l'apparaître. Mais c'est un discours qu'on trouve facilement chez les conceptuels, au-delà du phénomène, ou alors une phénoménalité dans le phénomène, donc une essentialité dans ce qui apparaît, et c'est l'apparaître même. Donc l'événementialité, et d'ailleurs ils se veulent aussi des artistes de l'événement, des artistes de l'action. C'est une peinture qui agit en réalité, qui n'est plus du tout un tableau limité dans une pièce ou ailleurs. Donc il était à la conquête évidemment du monde, soit comme architecte, décorateur, etc., mais aussi prêchant une bonne parole quand même, picturo-philosophique singulière. Alors le phasme, c'est l'apparaître. C'est l'apparaître, il y a les termes allemands qui permettent de distinguer ça, l'apparaître plutôt que l'apparition qui est fixée. Peindre l'apparaître même, ce qui est très heideggerien aussi, très phénoménologique. Là vous avez l'apparaissance et l'Erscheinung, et puis alors il y a quelque chose qui persiste, donc son essence, plus brutalement, c'est une restance. Hein. Voilà, là, tout de suite, c'est là que l'ontologie apparaît, hein, une pensée de l'être, comme restance, comme apparaître. Et le phanestai, donc l'apparaître, ça sera le phanestai en grec, hein, que je vais ici, je vous le mets quand même. Bon. Voilà. Et je finis là-dessus. Le phanestai. Mais momentanément. Momentanément. Mais là, il y a à peu près la matière. Il faudrait, et je vais tout de suite, personnellement, faire deux choses. D'une part, donner la parole à Hans Kretz pour qu'il présente quelques images, puisque ça sera une illustration. D'autre part, je vais auparavant et en même temps faire une toute petite précision sur ce mot qui est un mot grec, phasme, phasma, effectivement, qui est attesté, qui existe, que vous trouvez dans le dictionnaire, et qui signifie en effet quelque chose qui est en relation avec l'apparence, l'apparition et le fantôme, puisque Martineau précise dans ce texte que, je crois que c'est là ou dans un autre texte, enfin je l'ai vu quelque part, il le retient d'un texte, il le traduit à partir d'un texte de Malevich qui est écrit en russe, mais là il n'est pas écrit en russe, il est écrit en allemand. Or il correspond au mot Gespenst allemand qui signifie fantôme et qui se trouve en particulier utilisé dans la philosophie française, qui a été utilisé d'une façon sous ce terme de spectre par Derrida dans les spectres de Marx, et que Marx a utilisé lui-même lorsqu'il écrit avec Engels dans le début du manifeste communiste, un spectre hante l'Europe. Or, c'est Gespenst. C'est la peinture, en fait. C'est ça. Or, là, on pourrait dire qu'il y a aussi un spectre, d'ailleurs, on pourrait ajouter un spectre hante la peinture. C'est précisément ce statut qui peut être donné au phasme. Alors, et c'est pour ça qu'il utilise ce terme de phasme. Martineau a des fantasmes, on pourrait dire des fantaisies linguistiques qui sont variées, surtout avec Heidegger, que l'on peut admettre qui sont très originales très souvent, et qui ont à juste titre soulevé un petit peu de perplexité de la part de ses lecteurs à plusieurs reprises, comme tous les traducteurs de Heidegger, et Heidegger lui-même d'ailleurs, mais là, le terme de la traduction
et l'hésitation du français pour traduire entre ces termes d'apparition, de fantôme et de phasme, pour phasme, est légitimé, parce qu'en français on dit aussi une apparition qui signifie un fantôme. Donc il y a simplement la connotation un petit peu romanesque qui se tourne autour des fantômes, qui peut être évidemment sujette à caution, mais on peut greffer des réflexions là-dessus. Ce que je ne ferai pas, c'était uniquement pour préciser quelle était la nature de ce mot, ainsi que la différence autour du mot qui a donné lieu à beaucoup de perplexité et de discussion autour des mots utilisés pour le phénomène, parce que l'allemand a la propriété de pouvoir emprunter des mots à des langues étrangères. Il a emprunté le mot de phénomène, qui s'écrit phénomène en allemand également, mais en même temps qui existe en allemand sous la forme de Erscheinung. Or, quand j'ai rendu compte que s'il utilisait uniquement le terme de Erscheinung, il y avait quelque chose qui pouvait prêter aussi à ambiguïté. C'est pour ça que lorsqu'il veut affirmer que le phénomène est la réalité, il utilise le mot de Erscheinung, et il le distingue de ce qui est l'apparence, précisément, qui est le Schein, de sorte que l'on pourrait dire que le phasme se trouve du côté du phasme, du Schein, veux-je dire. C'est-à-dire mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que d'autre part, Martineau disant qu'en définitive le phasme est l'être même, ça voudrait dire qu'en fait, ce phasme, qui est un Gespenst ou fantôme, et qui est donc une apparition, il lui donne le statut non pas de l'apparence au sens de moindre être, puisque une apparence c'est ce qui est illusoire, mais il lui donne le statut de phénomène au sens propre. Mais là, je ne fais que dire cela pour le moment, parce que quand je ferai une petite intervention tout à l'heure, après la présentation des images, c'est là-dessus que je vais développer un tout petit peu. Donc, je donne la parole immédiatement à Anne. Si tu veux venir ici, Anne, tu seras bien gentil pour tes images. J'ai fait passer le livre déjà, est-ce que tout le monde... Je n'ai pas vu, moi. J'étais en train de... Ah, le blanc. Qui a les images? Là, on les a fait, ça a circulé déjà. On les a fait passer. Et bien alors, viens ici pour les présenter. Le carré blanc... Tu veux les présenter, oui. Ouais, parce que... Tu veux en parler un peu ou... Bah, en fait... Oui, parce que ça c'est le suprématisme, c'est son registre formel, hein, tout à fait classique. Et carrément sur fond blanc, il est là. Pour dater, parce qu'en définitive, il y a différentes œuvres chez Malevich. Donc, il y en a, attention, on ne les date pas. Et si on ne dit pas quelle est, il y en a qui ne sont pas du tout suprématistes. C'est troublant, là. Ce qu'il a retenu de Monet est troublant, c'est déjà on a plein. Donc on a plus beaucoup d'impressionnisme là. Par contre on a la couleur, oui, on a la lumière, mais on a une profondeur, mais c'est vrai que là c'est très très différent. Non, mais il s'agit de savoir quelles sont les dates. Ah, lesquelles tu veux. Alors carré blanc, je ne sais pas où il est passé. Mais ce carré a eu lieu, il date le suprématisme de façon extrêmement claire et nette en 1913. Le carré noir sur fond blanc. Le carré noir sur blanc. Noir sur blanc, mais ensuite il y a eu le carré noir, puis le carré blanc. Mais c'est le passage. Il y a eu à ce moment-là, en relation avec... Le carré blanc, c'est 17. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est indépendant du mouvement. Vous savez tout ce que je vous ai dit. Hein. C'est ça, du mouvement général du formalisme russe. La première exposition. Qui comprend lui-même en particulier Jacobson, vous avez le registre formel les linguistes, et d'autre part les musiciens, comme un qui s'appelle, je ne le connaissais pas, mais c'est ce qui me l'a fait apprendre son nom, mais je ne sais pas du tout ce qu'il fait comme musique, et qui s'appelle
qui s'appelle, attends, quel est le mot qui s'appelle, dans le nom dans le nom, je l'ai noté, dans le nom et c'est le nom que je n'ai pas. Attends, je vais le trouver. De Matiouchine, c'est ça. Je crois qu'il s'appelle Matiouchine, c'est ça qui a été un opéra qui est la fin de l'extinction, je ne sais pas si ça s'appelle l'extinction du soleil, ou la mort, ou la fin du soleil. Enfin, c'est quelque chose de semblable. Ce carré noir qui a été fait en 1913 et qui ensuite s'est développé d'autre part, qui a donné lieu ensuite le blanc, ce carré blanc et ultérieur. Mais c'est ça qui a donné sa sanction, sinon sa naissance totale, au suprématisme vers lequel s'est tourné et qu'a adopté Malevich, qui est remarquable parce que et c'est ce à quoi je vais en venir en quelques mots, je me donne donc 20 minutes, c'est l'entrée en quelque sorte de la peinture dans la philosophie, explicitement, pourrait-on dire, dans la pensée philosophique. Parce qu'effectivement, si l'on prend l'origine, je l'avais dit l'autre jour, à propos de l'exposé de la présentation de la présentation de Plinio Prado sur Lyotard et sur la situation de la peinture de Lyotard relativement à Kant, et de la peinture aussi, et de l'art, pourrait-on dire, et de l'esthétique relativement à la philosophie. Cette esthétique de Kant n'est pas centrée particulièrement sur l'art. Elle est centrée sur la nature, et même l'art est considéré relativement à la nature, puisque l'art n'est art que dans la mesure où il reproduit en quelque sorte, non, c'est pas une imitation, au sens où le mot de reproduit n'est pas juste, où il est en quelque sorte de la nature, mais sans l'être. Il y a toujours des paradoxes. La nature n'est considérée comme étant esthétique que dans la mesure où elle donne l'impression de l'art, et l'art n'est artistique que dans la mesure où il donne l'impression de la nature. Tout cela étant dit dans la critique de la faculté de juger, dans les pages qui sont consacrées effectivement aux beaux-arts,